Alors, on va commencer le cours sur les variables aléatoires discrètes. On va tout d'abord définir ce que c'est qu'un espace probabilisé sur un univers dénombrable. Donc évidemment, avant de commencer, on va définir ce qu'est un ensemble dénombrable. La définition 1 dit donc la chose suivante: un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec n. Alors bien sûr, n est dénombrable, mais aussi n étoiles. La bijection est donnée par l'application qui a n associé n plus 1. L'ensemble des entiers pairs également est dénombrable. La bijection est donnée par l'application qui a n associé 2n. Alors on rappelle qu'on considère une expérience aléatoire qui a différentes issues. Les issues de cette expérience aléatoire forment un ensemble qu'on appelle univers et qui est généralement noté oméga. On va appeler événement une partie de oméga qui est donc constituée de différentes issues de l'expérience. Et pour étudier cette expérience, on va attribuer à chaque événement un réel positif compris entre 0 et 1 qu'on va appeler la probabilité. Il va être nécessaire de calculer la probabilité de réunion dénombrable d'événements, de complémentaires d'événements, etc. Et donc pour cela, il faut que la probabilité soit définie sur un ensemble de parties qui est stable pour ce genre de choses, c'est-à-dire pour le passage au complémentaire ou pour la réunion finie ou dénombrable. Cet ensemble de parties qui satisfont ces critères-là va être appelé une tribu ou une sigma algèbre. Donc on va définir, c'est la définition 2, une tribu ou sigma algèbre sur oméga. Ça va être un ensemble de parties de oméga qu'on va généralement noter avec un A calligraphié ou avec un T calligraphié et qui va vérifier les propriétés suivantes. Tout d'abord, la tribu contient oméga, c'est-à-dire l'univers tout entier. Ensuite, la tribu est stable par passage au complémentaire, c'est-à-dire que tous les éléments de la tribu, pour tout A appartenant à la tribu, le complémentaire de A va également appartenir à la tribu. Et enfin, T est stable par une réunion finie ou dénombrable, c'est-à-dire que si on prend une partie I de n, qui peut être donc finie ou infinie, et on prend des ensembles AI de cette tribu, indexés sur grand I, alors la réunion des AI va également appartenir à T. Le premier exemple, c'est le cas qu'on étudiait jusqu'à présent de l'ensemble P oméga des parties de oméga. Cet ensemble est bien une tribu sur oméga. Si on considère maintenant A une partie de oméga, l'ensemble qui contient les 4 éléments suivants, oméga, l'ensemble vide A et le complémentaire de A va former une tribu sur oméga. Alors on arrive maintenant à la définition 3, un espace probabilisable. Ça va être un couple oméga-T, où oméga est l'univers, et T est une tribu d'événements. Probabilisable, ça va donc être un espace sur lequel on va pouvoir définir une probabilité. Si je prends par exemple oméga, l'ensemble des entiers entre 1 et 6, on peut choisir comme tribu l'ensemble des parties de oméga. Ça va être le cas si on s'intéresse aux chiffres obtenus lorsqu'on lance un dé. Si en revanche on s'intéresse uniquement à la parité du chiffre qui est obtenu, alors la tribu composée de l'ensemble vide, de l'ensemble des lancers pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, de l'ensemble des lancers impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, et enfin oméga, c'est-à-dire l'univers tout entier, ceci va former une tribu, et c'est à cette tribu-là, c'est cette tribu qu'on va considérer lorsqu'on s'intéresse uniquement à la parité du chiffre. Alors, la proposition 1 nous dit la chose suivante: une tribu est stable par intersection finie ou dénombrable. On va montrer donc, on va prendre donc des ensembles qui appartiennent à la tribu, on va les noter AI, des éléments de T, et on va considérer une intersection des AI qui va être indexée sur, alors on va le montrer sur N, et ce sera donc dans le cas où elle est finie, ce sera juste la même démonstration. Donc, je considère, je veux montrer en fait que l'intersection des AI est dans ma tribu. Je vais commencer par remarquer que par les lois de Morgan, l'intersection des AI, le complémentaire de l'intersection des AI, c'est la réunion des complémentaires. Donc ça, on peut le voir, je l'ai réexpliqué ici. On l'a déjà vu dans le cas fini, ça marche exactement pareil dans le cas d'une réunion dénombrable.
Donc encore une fois, l'intersection des AI, si je prends le complémentaire de l'intersection, c'est égal à la réunion des complémentaires. Et maintenant, comme les AI sont dans la tribu, les AI bar sont aussi dans la tribu. Or, une tribu est stable par réunion, donc je vais pouvoir affirmer que la réunion des AI bar, c'est un élément de ma tribu. Enfin, si la réunion des AI bar est dans la tribu, c'est-à-dire le complémentaire de l'intersection, alors par passage au complémentaire, je vais avoir le complémentaire du complémentaire de l'intersection, c'est-à-dire ce que j'ai noté ici avec une double barre, qui est simplement égale à l'intersection, qui va être un élément de ma tribu. Donc j'ai bien montré que si je prenais une suite d'éléments de ma tribu et que je formais une intersection dénombrable, j'obtenais un élément de ma tribu. Alors la proposition 2, c'est une proposition qui va permettre de définir ce que c'est que la tribu engendrée par un élément. Donc la tribu engendrée par une partie. Donc je vais prendre une partie de P de oméga. La proposition 2 dit la chose suivante: il existe une unique tribu qui va contenir cette partie et qui va être la plus petite tribu au sens de l'inclusion. C'est ce qu'on va appeler la tribu engendrée par A et qu'on va noter donc avec un T calligraphié de A. Alors normalement, ceci doit vous rappeler le sous-espace vectoriel engendré par une partie. C'était exactement la même définition. On avait défini le sous-espace vectoriel engendré par une partie comme étant le plus petit sous-espace vectoriel, au sens de l'inclusion, qui contenait une partie. C'est exactement la même chose ici. La démonstration est identique. Alors, nous, on n'avait pas détaillé pour les sous-espaces vectoriels, parce qu'en pratique, ce n'est pas celle-là qu'on utilise, et ce sera pareil dans le cas des tribus. Mais pour démontrer que c'est effectivement qu'elle existe, on considère l'intersection de toutes les tribus qui contiennent cette partie, et on montre que c'est une tribu, et qu'elle contient évidemment A, puisque c'est l'intersection de toutes les tribus qui contient A. Ça, c'est le principe de la démonstration, c'est ce qui permet d'affirmer qu'une telle tribu va exister. Alors, comme exemple, on peut considérer une partie qui ne contient qu'un seul élément, qu'un singleton, c'est-à-dire la tribu qui serait engendrée par un unique événement A, et celle-là, on l'a déjà vue, ça va être celle-ci. Donc, elle ne peut pas être plus petite que ça, puisque si elle contient A, elle doit contenir également A bar, elle doit contenir oméga par définition d'une tribu, et son complémentaire, c'est-à-dire l'ensemble vide, et donc à minima, elle contient ces 4 éléments. Comme ceci est une tribu et qu'elle contient A, ce sera la tribu engendrée par A. Alors une autre tribu très classique, c'est sur R, c'est ce qu'on appelle la tribu borélienne ou bien la tribu des boréliens. C'est la tribu qui est engendrée par tous les intervalles. Alors une façon de le voir, c'est donc l'ensemble de tous les intervalles, mais également de toutes les réunions et les intersections dénombrables d'intervalles. Alors on continue les définitions, vous allez voir que dans tout ce qui suit, on généralise tout ce qu'on a vu dans le cadre fini et que c'est pas bien compliqué d'adapter les définitions. Donc ici, on va généraliser ce qu'on appelle des événements incompatibles et un système complet d'événements. On se donne une famille AN indexée sur l'ensemble des entiers N et on va dire que les événements de cette famille sont 2 à 2 incompatibles lorsque pour tout entier I et J, I différent de J, on va avoir AI inter AJ qui est égal à l'ensemble vide. De la même façon, on va définir un système complet d'événements dénombrables. Ça va être exactement la même définition, sauf qu'au lieu que ce soit un ensemble fini d'événements, ça va être un ensemble dénombrable, c'est-à-dire indexé sur n. Et on va avoir donc les propriétés qui vont être nécessaires. Ça va être que les événements soient 2 à 2 incompatibles, que la réunion couvre complètement oméga, et enfin, on va demander que aucun des événements ne soit égal à l'ensemble vide. Alors, un exemple de système complet d'événements, ça va être le cas où on lance une infinité de fois une pièce de monnaie, en notant donc P indice infini, l'événement d'obtenir une infinité de piles, et pour tout entier n appartenant à n, Pn, ça va être l'événement où on obtient exactement n fois pile. Alors, la famille qui est composée de P infini, P0, P1, etc. jusqu'à Pn,
ça va être un système complet d'événements dénombrables. C'est-à-dire que ça va regrouper tous les événements possibles et ça, avec des événements dont aucun n'est l'événement vide, n'est l'ensemble vide, c'est-à-dire l'événement impossible, et tel que chacun de ces événements sont 2 à 2 incompatibles. Alors l'intérêt d'un système complet d'événements, c'est de pouvoir décomposer un événement selon ce système complet d'événements. Ça va marcher exactement comme dans le cas fini, sauf qu'on va avoir ici une réunion dénombrable au lieu d'avoir une réunion finie. Donc si on prend un espace probabilisable, c'est-à-dire oméga et t avec t une tribu, on prend un ensemble, un système complet d'événements AN, alors pour tout événement de la tribu B, B va pouvoir s'écrire comme la réunion des AN inter B. Et les AN inter B seront 2 à 2 incompatibles, ce qui permettra donc d'écrire la probabilité de B sous la forme d'une somme de probabilités. Alors, on est maintenant capable de définir ce que c'est qu'une probabilité sur un espace probabilisable. Donc, on se donne un espace probabilisable oméga t, avec oméga l'univers et t une tribu sur oméga. Et on va appeler probabilité sur oméga t une application qui va aller de l'attribut dans 0,1, le segment 0,1, et qui va vérifier les propriétés suivantes. P de oméga égale 1, dont la probabilité de l'univers est égale à 1. Pour toute suite AN de l'attribut, les AN 2 à 2 incompatibles, alors la série de termes général P de AN converge et la somme de cette série, c'est-à-dire la somme des n égale 1 à l'infini des P de AN, va être égale à la probabilité de la réunion dénombrable des AN. Donc ici, vous voyez que ça généralise la formule que l'on avait dans le cas d'une réunion finie. On avait la probabilité de la réunion finie d'événements 2 à 2 incompatibles qui est égale à la somme des probabilités. Ici, on généralise au cas d'une réunion infinie. On va donc se retrouver ici avec une somme infinie. Pour que cela ait du sens, il faut qu'on utilise le vocabulaire des séries en disant que la série doit être convergente, la série de termes général P de AN doit être convergente, et on va remplacer donc l'analogue de notre somme finie par la limite de la série, ce qu'on note la somme des n égale 1 à l'infini des P de AN. Donc c'est vraiment la généralisation de la formule qu'on a vue dans le cadre fini, et pour lui donner du sens, on a besoin d'utiliser les séries pour donner du sens justement à cette somme infinie. Alors on va tout de suite faire un exemple. On va choisir un entier naturel au hasard en supposant que la probabilité de choisir l'entier n est donnée par P indice n égale 1 sur 2 puissance n plus 1. Et on va chercher à déterminer la probabilité de l'événement qui correspond donc à oméga 0, oméga 2 jusqu'à oméga 2n, c'est-à-dire la probabilité de choisir un entier pair. Donc de choisir soit 0, soit 2, soit un entier de la forme 2n. La probabilité de cet événement, qui est donc une réunion dénombrable des événements oméga 0, oméga 2 jusqu'à oméga 2n, cette probabilité va être égale à la somme, si elle existe, de la série de termes général, la probabilité de chacun de ces événements ici. Ici, A, c'est la réunion donc des oméga 2n, et oméga 2n va avoir comme probabilité 1 sur 2 puissance 2n plus 1, puisque la probabilité de choisir un entier n, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc la probabilité de choisir un entier de la forme 2n, ça va être 1 sur 2 puissance 2n plus 1. Donc il faut d'abord que je détermine si ceci est le terme général d'une série convergente. La réponse est oui, puisque c'est à peu de choses près une série géométrique. Donc je réécris ce terme général en disant que c'est 1 demi de 1 quart à la puissance n. 1 quart étant compris entre 0 et 1 strictement, ça va être la raison de notre série géométrique qui va donc être convergente. J'en déduis donc que comme cette série converge et vaut 4 tiers, alors la série de termes général 1 sur 2 puissance 2n plus 1 va être également convergente
et sa somme vaudra 1/2 de 4/3, c'est-à-dire 2/3. Ainsi, j'en déduis que la probabilité de choisir un entier pair est égale à 2/3. Encore une fois, la probabilité de choisir un entier pair, c'est égal à la somme de la série qui correspond donc à sommer tous les événements, ces événements étant en nombre infini, tous les événements qui décrivent l'événement grand A. Alors attention, contrairement au cas fini, il y a une grosse différence, c'est qu'il n'est de fait pas possible de définir une probabilité uniforme. Dans la mesure où si je somme une infinité de probabilités non nulles, et toutes égales, évidemment, il n'y a aucune chance d'obtenir quelque chose égal à 1. Donc là, dans le cas infini, on n'aura pas de probabilité uniforme. Alors, on va voir maintenant la propriété de la limite monotone, c'est-à-dire le théorème 6, qui va permettre de déterminer la limite de la probabilité d'une suite croissante ou décroissante d'événements. Croissante au sens de l'inclusion, évidemment, et décroissante au sens de l'inclusion. Donc tout d'abord, je suppose que j'ai une suite d'événements croissante pour l'inclusion, c'est-à-dire telle que AN est inclus dans AN plus 1. Alors, ce que dit le théorème, c'est que la limite de la probabilité, c'est la probabilité de la réunion infinie des AN. Ce qui est tout à fait cohérent, puisque les AN étant inclus dans les AN plus 1, la réunion des AN, ça semble être justement la limite des événements, même si ça n'a pas de sens de parler évidemment de limite comme ça. Pour le deuxième point, on va considérer Bn une suite décroissante d'événements, c'est-à-dire les Bn plus 1 qui sont inclus dans les Bn pour tout n. Alors la limite des Bn, ça va être la probabilité de l'intersection. Là, à nouveau, intuitivement, si on considère l'intersection des Bn, eh bien, l'intersection sur tous les Bn, ça va être, entre guillemets, le plus petit événement, c'est-à-dire ce qui arrive tout au bout, évidemment, ici dans le cadre d'infinité. Alors, plutôt que de se baser sur notre intuition à faire une preuve rigoureuse de ce théorème, donc on se donne une suite croissante d'événements AN. Tout d'abord, on va dire que la suite réelle des probabilités, P de AN, c'est une suite qui va être croissante, parce que si AN est inclus dans AN plus 1, P de AN est inférieur ou égal à P de AN plus 1, donc cette suite P de AN, elle est bien croissante. Et elle est majorée par 1, bien sûr, puisque c'est une suite de probabilités, et on sait qu'une probabilité est comprise entre 0 et 1. Le théorème de la limite monotone sur les suites nous permet de dire que cette suite réelle P de AN est convergente. On va donc pouvoir parler de la limite des P de AN. Je vais poser maintenant A égale la réunion dénombrable des AN. Je vais poser C0 égale A0, et Cn plus 1 est égal à An plus 1 privé de An. Alors l'intérêt d'introduire les Cn, c'est pour avoir des événements qui vont être incompatibles. Alors, c'était le cas, donc on a montré cette égalité dans le cas d'une suite croissante d'événements. Si on suppose maintenant que Bn est une suite décroissante d'événements, on va utiliser les complémentaires pour montrer que, pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de montrer et trouver le résultat dans le cas d'une suite décroissante. Donc la suite des complémentaires, c'est-à-dire les Bn bar, ça va être une suite qui va être croissante. Donc d'après ce qu'on vient de montrer, la limite des P de Bn bar, c'est égal à la probabilité de la réunion des Bn bar. On va remplacer maintenant P de Bn bar par 1 moins P de Bn. Donc la limite des P de Bn bar, c'est 1 moins la limite des P de Bn. Ça, c'est pour ce terme-ci. Et maintenant, la probabilité de cette réunion des Bn bar, je sais que la réunion des complémentaires, c'est le complémentaire de l'intersection. Donc je vais pouvoir remplacer la réunion des Bn bar par l'intersection des Bn, le tout bar, c'est-à-dire par 1 moins la probabilité de l'intersection. Et maintenant, je me retrouve donc avec 1 moins la limite des P de Bn égale 1 moins la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire simplement la limite des P de Bn égale à la probabilité de l'intersection. Alors, on va pouvoir utiliser ce résultat
qu'on a vu dans le cadre d'une suite croissante ou décroissante d'événements à des événements quelconques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à ça, montrer que la probabilité d'une réunion infinie de AN, d'une réunion dénombrable, indexée sur N, ça va être la limite de la probabilité des réunions finies de K égale 0 jusqu'à N DAK. Et de la même façon, la probabilité de l'intersection infinie, ça va être la limite de la probabilité des intersections finies. Donc pour se ramener au cas précédent, on va poser Cn, la somme des K égale 0 à N DAK. Cette suite Cn va être croissante, donc je vais pouvoir appliquer le théorème qui précède. On aura donc que la limite de la probabilité de Cn, c'est la probabilité de la réunion infinie des CK, mais la limite quand n tend vers plus l'infini de cette probabilité-là, ça va être la probabilité de la réunion infinie. Alors je crois que c'était pas très clair, donc je reprends. D'après le théorème précédent, j'ai cette égalité-là. Cn, c'est la réunion de l'intersection, la réunion des k égale 0 à n des ak. Donc ce terme-là peut être remplacé par la limite de la réunion finie. Et cette réunion infinie des ck est égale à la réunion infinie des ak parce que chacune des petites réunions, la réunion des k égale 0 à n des ck est simplement égale à cn dans la mesure où j'ai une suite qui est croissante. Et donc c'est bien égal à la somme des k égale 0 à n des ak. Donc cette réunion infinie est égale à cette réunion infinie. Et ici j'ai remplacé cn par son expression et je me retrouve avec l'égalité que je souhaite montrer. De la même façon, pour le deuxième point, on va poser Bn, l'intersection des k égale 0 à n des ak. Bn va être une suite décroissante d'événements, donc on sait que la limite des P de Bn, c'est la probabilité de l'intersection dénombrable. Ici, je remplace, donc, il manque une probabilité. Je vais remplacer donc Bn par son expression qui est une intersection finie. Donc ici, il manque probabilité. Et ici, à nouveau, l'intersection finie des AK, c'est égal à l'intersection finie des BK, cette fois-ci parce que l'intersection des K égale 0 à N des BK, c'est égal à Bn dans la mesure où j'ai une suite qui est décroissante. Alors, on va voir tout de suite un exemple. Donc, on va jouer à pile ou face avec une pièce équilibrée. On suppose que les lancers sont indépendants. Et on va noter donc Fn, le fait que la pièce tombe sur face au lancer n, Pn, le fait que la pièce tombe sur pile au lancer n, et An, ça va être l'événement, les n premiers lancers n'ont apporté que des faces. Donc si les n premiers lancers n'ont apporté que des faces, ça veut dire que An peut s'écrire comme l'intersection des F1 jusqu'à Fn, et on souhaite calculer la probabilité qui est la probabilité de l'événement que la pièce ne tombe jamais sur pile. Donc on cherche à calculer la probabilité de l'événement, l'intersection des AN pour n appartenant à grand N. Donc on voit qu'ici on cherche à calculer la probabilité d'une intersection infinie. On va dire que la suite AN c'est une suite décroissante d'événements. Donc on sait que la probabilité de l'intersection c'est la limite des P de AN. On va calculer donc P de AN pour tout n. P de AN, ça va être simplement le produit des probabilités des événements F1 jusqu'à Fn, puisque ces événements sont indépendants, donc ça va nous donner 1/2 à la puissance n. Ainsi, la probabilité de l'intersection des AN, ça va être la limite de 1 sur 2 puissance n, c'est-à-dire 0. Donc la probabilité que cette pièce ne tombe jamais sur pile, elle est nulle. On va dire que cet événement est négligeable, puisqu'il a une probabilité nulle, on le reverra plus tard. Alors, on reprend l'exemple précédent, donc à nouveau le lancer d'une pièce une infinité de fois, et cette fois-ci on veut calculer l'événement, obtenir une fois pile. Donc pour tout entier Bn, je vais poser, pour tout entier n, on va poser Bn, l'événement F1 inter F2 inter Fn-1 inter Pn, en posant B1 égale P1, c'est-à-dire ce qui revient donc Bn, c'est je n'ai obtenu que des faces, et j'ai obtenu un pile au bout du énième lancé. Mon premier pile a été obtenu au bout du énième lancé. L'événement obtenir une fois pile, ça va être la réunion de obtenir pile au premier lancé,
réunion obtenir pile au deuxième lancer, etc., etc. Autrement dit, ça va être la réunion des BN. Obtenir, je recommence. Obtenir une fois pile, ça va être la réunion de obtenir pile au bout du... Alors, c'était pas très clair, donc je recommence. Donc, on cherche à déterminer l'événement obtenir une fois pile. Ça ne veut pas dire qu'on l'obtient une unique fois, hein. Ça veut dire qu'on l'a obtenu, on a obtenu un pile. C'est pas clair cet événement, il vaut mieux juste obtenir au moins une fois en fait, pile dans l'ensemble des lancers. C'est pour ça qu'on va pouvoir écrire notre événement obtenir pile sous la forme de la réunion des BN, qui va être donc je l'obtiens au premier tiré, au premier lancer, P1, B2 ça correspond à je l'obtiens au deuxième lancer, je l'obtiens au troisième lancer, etc. Sachant évidemment que je peux l'obtenir plus de fois dans les lancers qui suivent. Mais ce qui m'intéresse, c'est de définir la probabilité de obtenir un pile. Donc encore une fois, c'est par contradiction avec n'obtenir aucun pile. C'est pas obtenir exactement un pile, ce qu'on cherche à calculer. Donc dans ce cas-là, on a bien que l'événement qu'on cherche à calculer, c'est la réunion des BN. Ces événements sont 2 à 2 incompatibles, hein, on voit bien, vu comment ils sont définis, qu'ils sont incompatibles. Et donc la probabilité de la réunion infinie, ça va être la limite de cette somme, ce qui correspond donc à la somme de la série. Je vais calculer la probabilité de chacun de ces événements BK. BK, donc, c'est une intersection finie d'événements indépendants. Ça n'est pas précisé, donc on suppose toujours que la pièce est équilibrée. Donc la probabilité des FI et des PI, ça va être 1/2. Et donc la probabilité de BK, ça va être 1 sur 2 à la puissance K. Ainsi, on va avoir 1/2 fois la somme de la série géométrique de raison 1/2. C'est-à-dire, on va se retrouver avec une probabilité égale à 1. C'est ce qu'on appelle un événement presque sûr.